Il est 8h37 sur BFM TV et RMC. Bonjour David Lebars. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Merci d'être avec nous ce matin. On va revenir longuement avec vous sur ce mouvement de protestation des policiers un peu partout en France. Mouvement difficile à quantifier. Sur le seul département des Bouches-du-Rhône, ce sont les chiffres du syndicat SGPFO. On évoque 300 à 500 arrêts maladie. Ça voudrait dire qu'un policier sur 8 du département est en arrêt maladie. Est-ce que ce chiffre vous semble plausible ? C'est plausible, mais c'est difficile à chiffrer. Pourquoi ? Parce qu'un arrêt maladie, pour rappeler un peu à ceux qui nous écoutent et nous regardent, c'est aller voir un médecin. C'est un médecin qui délivre un certificat médical et ensuite on transmet ça à sa hiérarchie et c'est un circuit confidentiel. Donc le chiffrage des arrêts maladie est compliqué. Ce qui est plus facile à faire, entre guillemets, c'est peut-être de savoir ceux qui sont en code 562. Mais le code 562, c'est-à-dire qu'on n'intervient plus que sur les situations d'urgence. Les policiers font une sorte de grève du zèle. Oui, enfin c'est grève du zèle, j'aime pas trop ça. Les policiers sont à disposition en cas d'urgence, en cas d'atteinte aux personnes. Ils vont là où c'est essentiel et puis ils manifestent leur mécontentement en étant au service le reste du temps. Il n'y a plus d'initiative. Bon voilà, ça, ce code 562, on est un peu plus en mesure de voir où ça se passe ici ou là, mais force est de constater à Marseille, c'est assez suivi et il y a d'autres endroits en France où ça prend. Et pourtant, on peine à avoir des chiffres nationaux. Est-ce que vous en avez le nombre de policiers qui sont impliqués dans ce mouvement? D'ailleurs, comment est-ce que vous l'appelez? C'est un mouvement de colère, c'est un mouvement d'humeur, c'est une fronde? C'est pas une fronde parce que c'est pas contre qui que ce soit, ni contre la justice, ni contre la police. C'est une contestation du fait qu'un policier, quand il est en exercice de sa mission, même s'il a commis des fautes, il faut le considérer comme un policier qui a commis une faute dans le cadre d'une mission. C'est pas un voyou qui est sorti de chez lui pour aller commettre des infractions. Et c'est ce process de détention provisoire pour lequel le DGPN s'est exprimé. On y reviendra, mais voilà, c'est cet aspect-là. Il s'agit pas de contester que la justice passe. Il s'agit de considérer qu'un policier en fonction, c'est pas un délinquant ordinaire. Et pourquoi est-ce si difficile d'avoir des chiffres nationaux? Alors sur les arrêts maladie, j'ai entendu votre argument. On ne les a pas immédiatement, mais sur les codes 562, on devrait pouvoir identifier, quantifier le nombre de policiers qui aujourd'hui manquent à l'appel. Oui, mais c'est perlé, c'est pas du permanent. C'est-à-dire que vous pouvez être en code 562 une matinée, puis si l'après-midi est pleine d'activités, vous avez finalement les policiers qui sortent. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a la région sud qui est très touchée, Rhône-Alpes, Nice. Il y a également des secteurs en banlieue parisienne. Globalement, c'est les endroits où les policiers sont exposés à un travail difficile qui marque le plus leur solidarité à nos collègues marseillais, qu'il faut le rappeler, ont vécu des scènes d'émeutes terribles et sont dans la sidération de se retrouver finalement mis en cause dans des affaires où eux-mêmes ont l'impression, à juste titre, d'avoir sauvé la République. C'est ça le sentiment. On va revenir sur le fond de l'affaire, mais je reste sur l'absence de chiffres. Malgré l'absence de quantification de ce mouvement, pour vous, il s'étend ? Pour moi, il est important, mais je suis incapable de vous dire s'il s'étend. Je souhaite qu'il ne s'étende pas parce que nos concitoyens ont besoin de nous, mais je constate qu'il existe et il faut aussi le prendre en compte parce que ce mouvement-là, quand des policiers veulent parler, il faut les écouter et c'est ce qu'a fait le DGPN en allant les voir samedi dernier. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Un commissariat à l'arrêt, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le téléphone sonne, personne ne répond, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de plaintes qui sont enregistrées? Alors, il n'y a pas d'arrêt total, il y a toujours les affaires d'urgence. Quand une personne va crier au secours et va dire qu'elle a besoin d'aide, il y aura toujours une patrouille. Mais donc ça veut dire qu'effectivement... C'est un cambriolage, c'est éventuellement c'est plutôt des violences intrafamiliales. C'est plutôt les atteintes aux personnes, les priorités. Les atteintes aux biens, ce sont des choses qui parfois peuvent nécessiter de prendre plus de temps. Les atteintes aux personnes seront prioritaires, mais ça veut surtout dire que l'accueil pour les gens qui vont vouloir venir déposer plainte, on l'a vu à Marseille, si l'accueil est fermé, vous ne pourrez pas déposer votre plainte tout de suite en dehors de le faire en ligne. Ça veut dire le service minimum sur les stations radio pour écouter ce qui se passe et puis pour piloter les patrouilles. Mais on filtre les messages? On filtre pas, on les prend, mais on peut pas tous les traiter. Ça veut dire qu'il y aura une priorité, une hiérarchisation des affaires. Encore une fois, je vous dis, les plus importantes, il ne s'agit pas de laisser les gens en difficulté, voire en danger. David Lebars, vous évoquiez Marseille il y a quelques instants. Je voudrais que vous écoutiez ce témoignage recueilli par nos collègues de BFM Marseille qui se sont rendus à la Cité des Marronniers, dans le nord de la ville, où la grève des policiers fait au moins un heureux. Ce dealer, rencontré par nos collègues. Franchement, je remercie l'État. Ils ont bougé un peu, la justice elle a fait un peu son travail. Ça fait 2-3 jours c'est calme, mais sinon ils sont là tous les jours, ils cassent les couilles. Mais là ça va, tranquille. Il n'y aura pas de perte, il y aura plus de sous. On va se mentir, ça m'a appris. C'est la vie. Il est très content parce que comme il y a moins de patrouilles, eh bien, ça fait plus de sous, dit-il, pour les trafiquants de drogue. Les trafiquants disent merci aux policiers. Oui, mais il y a un côté provoque dans ce genre de témoignage anonyme. C'est facile, je dirais, d'avoir un peu une grande bouche quand on est derrière une caméra en visage caché. Je note aussi qu'il dit que le reste du temps, il est contrôlé en permanence. Ça veut dire que les patrouilles à Marseille font le boulot. Il faut justement que nos collègues tiennent compte du fait que cette délinquance-là, il ne faut pas la laisser s'installer. Et c'est évidemment pas le but que ce mouvement dure dans le temps, parce que cette délinquance-là, c'est notre priorité aussi. Justement, vous dites qu'il ne faut pas que ce mouvement dure dans le temps ?
Il ne faut pas que ça s'éternise. Les policiers le savent. Ils ne sont pas là pour que ça s'éternise. Ils sont là pour passer un message. Et ce message est en train de passer. On voit bien la polémique que les propos du DGPN ont suscité. Mais au-delà de cette polémique, moi, je crois que ça ouvre un débat. Nationale, je précise, DGPN. Je crois que c'est très important que ça ouvre un débat. Il n'y a pas d'atteinte à l'indépendance de la justice à ouvrir un débat. Il faut que ce débat-là soit juste apaisé dans le respect des institutions. Pourquoi, d'après vous, un policier ne doit pas se retrouver en détention provisoire ? Alors, ce n'est pas un policier qui ne doit pas se retrouver en détention provisoire, c'est un policier qui a agi dans le cadre d'une mission de police. C'est très différent, parce que le DGPN est très précis. Probité, honnêteté ou fait en dehors de l'action de police, il n'y a pas de sujet. Mais un policier qui est en mission, s'il commet des fautes, il faut considérer que sa mission elle est particulière et qu'elle doit nécessiter un regard particulier de la justice. Mais c'est déjà le cas, puisque sur les 4 policiers mis en examen, je rappelle l'histoire à l'origine de ce mouvement de protestation, donc c'est la mise en détention provisoire d'un policier à Marseille qui est soupçonné d'avoir passé à tabac gratuitement un jeune de 22 ans. Il y a 4 mis en examen, il y a un seul policier qui va en détention provisoire. La justice fait le distinguo entre le statut de ces 4 policiers, puisqu'il y en a un qui est incarcéré et pas les 3 autres. Justement, c'est important ce distinguo. Pourquoi ? Parce que je crois que dans les 2 motifs de détention provisoire, même s'il n'y a pas eu de communiqué officiel du parquet, il y a le risque de pression sur les témoins ou l'auteur et il y a le risque de concertation. Comment comprendre ces 2 risques en considérant qu'il y en a 3 qui font l'objet d'un contrôle judiciaire avec des mesures de restriction, ils n'ont pas le droit de communiquer, pas le droit d'aller au travail, et pourquoi pas l'autre ? Voilà, ça c'est une des interrogations des policiers. D'ailleurs, je note que beaucoup de gens dans la sphère judiciaire ont communiqué, et c'est normal, les syndicats de magistrats, le CSM, mais je note que le parquet n'a jamais communiqué. Et je crois que l'incompréhension dans les rangs, c'est l'absence de communication du parquet dans une affaire très importante. On le voit dans d'autres, quand le parquet communique. Pour vous, la justice doit expliquer pourquoi ce policier en particulier est en détention provisoire ? Mais elle doit expliquer le cadre global de l'affaire. Moi, je trouve très important dans une société de communication où tout le monde parle, que ce soit la parole du parquet qui soit entendue. Je crois que le message aurait été mieux compris en interne. Vous parlez du fait que les policiers, dans l'exercice de leurs fonctions, ne peuvent pas se retrouver en détention provisoire. Est-ce que ça vaut, c'est l'exemple qui est cité par un certain nombre d'avocats en ce moment, est-ce que ça vaut par exemple pour le policier qui a tiré sur le jeune Naël à Nanterre, tir qui s'est soldé par la mort du jeune homme? Alors, c'est pas tant sur la gravité des faits, c'est également sur le risque, par exemple, de trouble à l'ordre public. Il faut considérer que chaque affaire est différente. On voit bien dans l'affaire Naël, le risque de trouble à l'ordre public était colossal, voire même d'ailleurs le danger qui pouvait tomber sur l'auteur du tir, c'est-à-dire le policier, parce qu'on voit que sa famille a été outée, son identité a été révélée. Donc il y a plusieurs motifs de détention provisoire. Moi, ce que je dis juste... Vous ne dites pas dans l'absolu qu'il ne faut jamais de détention provisoire pour un policier dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, si je comprends bien. Je dis qu'elle doit être plus que l'exception quand un policier est en mission de police. Les policiers de Marseille étaient en mission de police, ils étaient face à des émeutiers, et que quand c'est pas détachable de l'action de police, quand l'administration est en mesure de donner à la fois la protection fonctionnelle parce que les policiers ont agi, il faut que la justice prenne en compte le fait que cette mission de police, elle a pu causer des débordements, mais qu'on ne traite pas un policier en mission de police comme un délinquant. Mais là, je précise aussi sur l'erreur d'appréciation, puisque je reprends les propos de Frédéric Vaux, lorsqu'un policier est dans l'exercice de sa mission, on doit admettre qu'il peut commettre des erreurs d'appréciation. Quelle que soit l'erreur d'appréciation, je rappelle que le jeune homme dont on parle, Eddy, à Marseille, a écopé de 60 jours d'ITT, d'interruption de travail, qu'il a plusieurs fractures du crâne, qu'il s'est retrouvé dans le coma et qu'il dit avoir été laissé pour mort à Marseille, par terre, après avoir été passé à tabac. Mais vous le dites vous-même, avec toute l'empathie qu'on doit avoir sur une victime, c'est la version d'Eddy, c'est la version de son avocat. On n'a jamais entendu la version de l'avocat des policiers. On ne connaît qu'une version, et dans le principe de la présomption d'innocence et de la prudence requise, ces 4 policiers, quels que soient les faits qui leur seront reprochés à terme, étaient en mission de police. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Il faut qu'ils soient traités dans le cadre d'une mission de police et pas comme des délinquants ordinaires. Face à eux, ce soir-là, il y avait des émeutiers qui étaient là pour les tuer ou tout casser. Le statut du policier en mission... Arriver. Non, je ne dis pas que ça peut arriver. Mais je dis que les dommages causés à l'occasion de la mission de police doivent être traités avec un regard différent de la justice. Est-ce qu'on est en train d'assister à un nouveau bras de fer, David Lebars, entre la justice et la police? On se souvient qu'il y a quelques années, il y avait eu cette manifestation devant l'Assemblée nationale où, à l'initiative d'un syndicat, il y avait eu ce slogan « Le problème de la police, c'est la justice ». Moi, je ne souhaite pas un bras de fer. D'ailleurs, je vois dans la classe politique, beaucoup aimeraient nous opposer police-justice. Moi, je suis le patron d'un syndicat de commissaires. C'est pas ce qui est en train de se passer ? Mais moi, je ne le souhaite pas. Je le dis officiellement. J'ai d'ailleurs tendu la main à la secrétaire générale du syndicat de l'Union syndicale des magistrats, qui est le syndicat majoritaire chez les magistrats. Moi, je dis que c'est l'occasion d'ouvrir un débat. C'est l'occasion de parler sereinement. Et c'est pas parler de la justice que de faire offense à la justice ou de considérer que la justice ne doit pas être indépendante. Je ne remets aucunement en cause le process judiciaire. Simplement, je crois qu'en 2023, avec les violences auxquelles on assiste, avec ce qu'on demande aux policiers, il faut qu'on puisse considérer que la mission de police doit être regardée différemment que l'acte ordinaire d'un délinquant ordinaire. Le policier, c'est pas un délinquant ordinaire, il se lève pas le matin pour tuer ou pour blesser.
C'est ce que disent notamment les responsables politiques. Emmanuel Macron qui a dit comprendre l'émotion des policiers. Prise de parole de la Première ministre également. Et puis de l'opposition qui a jugé, celle de droite, que l'exécutif n'allait pas assez loin, celle de gauche, que l'exécutif n'en disait pas assez. Comment vous comprenez dans ce contexte le silence du ministre de l'Intérieur? C'est le seul qu'on n'a pas entendu pour l'instant. Alors, moi j'ai aucune difficulté avec ça, parce que le ministre de l'Intérieur soutient ses policiers. Et puis le DGPN, c'est le chef de la police. Il n'a pas besoin de le redire. Non, mais il est en voyage avec le président de la République. Quand le président de la République s'exprime, c'est comme partout. Quand le chef parle, il n'y a pas besoin qu'un ministre parle derrière le chef. Le chef a parlé. Le chef, c'est le président de la République. Il est le garant des institutions et de l'indépendance des pouvoirs. Il a parlé de façon politique. Derrière, il y a le DGPN, qui lui est le chef de l'administration police, qui s'est rendu auprès des policiers marseillais et qui a rendu une interview qui est suffisamment forte pour qu'on considère que ce message-là, il s'adresse aux policiers. Pour vous, c'est un message qui vient d'en haut ? Quand le directeur général de la police nationale parle, c'est le président, le ministre de l'Intérieur, c'est l'exécutif qui parle. Si ce n'est pas le cas et que ça n'était pas en tout cas une parole vue d'en haut, cette parole-là aurait été contestée. Or, je constate que le DGPN, qui est un homme intègre, qui a une expérience immense au sein de la police, est quelqu'un qui a pu parler avec non pas le soutien direct du président, mais le ministre étant soutenu et lui-même renouvelant sa confiance au DGPN. Je crois que maintenant, c'est le temps d'ouvrir un débat serein. David Lebars, dans un an, jour pour jour, la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024, nous recevions hier la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui sur la question de la sécurité dit nous serons prêts. Pourtant, il y a des inquiétudes, notamment dans la sécurité privée. Un quart seulement des effectifs trouvés à ce stade. Est-ce que vous aussi, vous avez la même assurance que la maire de Paris? Vous dites nous serons prêts? Non, parce que il faut jamais être orgueilleux ou prétentieux, notamment sur les questions de maintien de l'ordre, parce que c'est pas une science exacte. On peut toujours être pris au dépourvu. Ce qu'il faut, c'est tout préparer, tout prévoir, tout anticiper. Et puis, il faut pas être naïf non plus. Ça va nous consommer des forces dans une quantité quasiment inédite. Ça veut dire que tous les policiers et gendarmes disponibles en France, et sans doute très au-delà dans la sphère de la sécurité privée, on va tous être rassemblés sur une zone géographique pendant un temps donné pour assurer la sécurité. Vous avez été demandé de renoncer à vos congés, par exemple, l'été prochain? C'est pour le moment le message politique. Après, il va falloir le mettre en œuvre, parce qu'on ne peut pas demander à des policiers qui sont en couple parfois au sein de l'institution, qui ont des enfants, d'être tous au travail, ou alors il va falloir trouver les moyens de garder les enfants, il va falloir organiser tout cela. On sait que la cérémonie d'ouverture, ça va être colossal, mais ensuite, il va falloir permettre à nos forces de souffler, parce qu'on parle sans arrêt de crise sécuritaire, mais il y a un moment aussi où les policiers, pour bien travailler, il faut aussi qu'ils aient un peu de temps pour eux pour souffler. Et si je comprends bien ce que vous me dites la mobilisation des militaires semble inévitable. Moi, je crois que c'est inéluctable, parce qu'un événement pareil, avec une cérémonie d'ouverture à ciel ouvert, ça nécessite toutes les forces régaliennes et privées, et on voit bien que la facture va être assez lourde à la fin. Sur la sécurité privée, la formation des agents a été allégée. Elle passe à 3 semaines, 106 heures au lieu des 176 à 300 heures parfois habituelles. Est-ce que ça vous inquiète? On peut être un agent de sécurité formé en 3 semaines? Il y a une structure pour cela, c'est le CNAPS. Moi, ce que je souhaite, c'est que même si la formation est accélérée, c'est que toutes les recherches faites sur la probité des personnes qui vont travailler sur les jeux soient faites de façon à ce que les gens qu'on recrute, même si on les forme plus vite, soient des gens intègres qui fassent cette mission-là. Vous avez peur qu'il y ait des recrutements à la légère? Il faut faire attention à ça, c'est très important. Voilà. Dans ce métier-là, on ne peut pas laisser une faille et recruter n'importe qui. Je fais confiance aux autorités pour faire le nécessaire. Et l'année prochaine, est-ce qu'on saura tout faire, sécuriser les jeux et continuer les missions du quotidien? C'est le vrai sujet de l'année prochaine. C'est ce qui vous inquiète? Mais bien sûr que c'est inquiétant, parce que la cérémonie d'ouverture des Jeux... Il peut y avoir une augmentation de la délinquance parce que les forces, par exemple, seront toutes mobilisées sur les Jeux? Alors déjà, on peut avoir des problèmes de délinquance dans l'endroit où vont se dérouler les Jeux. On le sait, on a eu des événements récents au Stade de France. On sait que c'est une zone de délinquance importante. Depuis la finale de la Ligue des Champions voilà. l'an dernier. Il va falloir saturer ce terrain-là pour que tous les spectateurs puissent venir sereinement assister aux Jeux Olympiques. Et puis il va falloir ne pas oublier le reste de la France. Le reste de la France, c'est important aussi. Il y a des villes où on voit aujourd'hui la délinquance est rampante. Il ne faut pas abandonner des territoires au détriment des autres. Il va falloir qu'on soit très intelligent dans l'organisation. Mais pour bien comprendre, est-ce qu'on saura tout faire? Je l'espère. Voilà, si je vous le dis en amont, mais non, on peut jamais être sûr, parce que la lutte contre la délinquance, elle dépend avant tout de ceux qui, face à nous, vont ou pas commettre de la délinquance, et tout n'est pas anticipable. À notre charge de faire en sorte de préparer au mieux cet événement. David Lebars, une dernière question sur les recherches qui ont repris pour retrouver le petit Émile disparu dans les Alpes de Haute-Provence. Les recherches sont relancées depuis hier. Donc, je rappelle qu'il est disparu depuis le 8 juillet. Il reste introuvable malgré les efforts des forces de l'ordre, des habitants qui ont effectué des battues, des ratissages. Désormais, les enquêteurs utilisent des drones et des chiens spécialistes dans la recherche de cadavres. Est-ce que, malheureusement, ça veut dire qu'on a perdu tout espoir de retrouver le petit Émile vivant? Je ne suis pas au cœur de l'enquête, mais ce sont des affaires qui sont très dures pour les enquêteurs. Ça me rappelle des affaires dans le passé, vous savez, quand vous avez un enfant qui disparaît,
au bout de quelques temps, quand vous n'avez pas de corps, pas de traces, pas d'indices, pas d'éléments, et je ne suis pas en mesure de vous dire si c'est le cas dans cette affaire, mais je constate que le corps n'a pas été retrouvé, qu'il n'y a pas de témoignage, et que là on part sans doute sur un marathon qui peut être très long. Et moi je pense aux familles. Quand on ne retrouve pas le corps d'un enfant, je crois que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Mais je note que cette affaire est parmi les rares affaires où il n'y a strictement rien, et quand il n'y a rien et que les semaines s'écoulent, c'est de plus en plus difficile de trouver des indices. Il y a encore des étapes supplémentaires, il y a encore des moyens supplémentaires qu'on peut déployer pour... Il n'y a jamais rien à négliger, y compris d'en parler dans les médias, parce que ça peut éveiller un témoignage, ça peut éveiller peut-être un indice, mais le temps est passé et ça va devenir très long et sans doute très difficile. C'est-à-dire qu'on a atteint les limites, en quelque sorte, des moyens utilisés pour retrouver cet enfant ? Non, je ne le souhaite pas. Je ne suis pas au cœur de l'enquête, mais je constate que dans le passé, certaines affaires n'ont trouvé de résolution que 20 ou 30 ans après, et on s'est rendu compte que certains scénarios n'avaient peut-être pas été anticipés, mais vous savez, on ne peut pas tous les connaître, les scénarios. Est-ce qu'on est sur une piste proche de la famille, loin de la famille? Est-ce qu'on a affaire à un prédateur? Est-ce qu'on a affaire à un accident? Quand vous n'avez pas de corps, que vous n'avez pas de mobile, vous avez déjà les deux éléments manquants sur une affaire, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Il est 8h, bientôt 8h53 sur RMC, BFM TV. David Lebar, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Merci à vous d'être venu à ce micro ce matin. Bonne journée à vous. Bonne journée à tous. Merci.